Une conférence sur l'histoire de sauvegarde des enfants juifs de l'orphelinat alsacien de Bergerac. Sur ce thème, la conférence aura lieu prochainement au Centre départemental de la mémoire et de résistance, plus précisément vendredi 30 janvier à 19h. Le conférencier, la personne qui va animer cette conférence, est aujourd'hui dans nos studios. C'est Bernard Rivierego. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ancien archiviste de département et chercheur et vous avez préparé cette conférence pour vendredi 30 janvier. Dites-nous, pourquoi vous vous êtes intéressé sur ce thème-là? Alors oui, bonjour. D'abord, je précise, c'est bien la date que vous dites et au lieu, mais le lieu, c'est rue Littré, c'est-à-dire c'est le bâtiment qui jouxte les archives départementales. Oui, c'est un nouveau lieu qui était inauguré il y a quelques mois et on n'a pas encore habitude de le situer et le nommer, mais c'est un lieu qui a une vocation de transmettre l'histoire de la résistance et bien sûr mener tout ce travail de communication, de pédagogie et de transmission. Tout à fait, tout à fait. Alors en ce qui me concerne, l'orphelinat, si vous voulez, dans mon livre sur les Juifs en Dordogne en 2003, donc ça date, j'avais évoqué la question de l'existence. Je savais que c'était un orphelinat alsacien qui existait à Bergerac, rue Valette, et plus précisément au Boulodrome, mais sans savoir exactement où était le bâtiment. Et il se trouve que il y a quelques années, c'est un professeur d'allemand du lycée Mendebiran qui s'appelle Rainer Maria Henkel, qui lui voulait faire travailler ses enfants sur un projet local, le plus local possible. Et il a cherché et il avait découvert qu'il y avait eu un orphelinat et que cet orphelinat, en fait, était implanté sur l'actuel parking du lycée Mendebiran. Mais il n'y a plus rien. Donc lui, il avait trouvé l'emplacement exact. Et chose que j'ignorais, donc à tous les deux, nous sommes contactés et nous avons bâti depuis plusieurs années maintenant le projet de faire naître une stèle commémorative sur cet emplacement. Donc le projet est toujours en cours et voilà, il avance très lentement, comme souvent. Mais l'idée c'est celle-ci, ça m'a relancé dans ma quête d'histoire et donc du coup je suis reparti sur ce sujet avec l'idée de faire une publication à terme si j'avais assemblé suffisamment de matériaux, ce qui est désormais le cas. L'histoire n'est pas tellement ancienne. Peut-être existe encore même les survivants, ces enfants qui étaient dans ce lieu, dans ce orphelinat. J'imagine que vous avez cherché les documents, les preuves, les témoignages pour raconter cette histoire. Oui, alors par rapport à cette époque, d'une façon générale, que ce soit la résistance ou tout ce qui concerne les populations juives, la difficulté c'est de trouver les documents ou les témoignages parce que le principe même de la sauvegarde dans la résistance ou bien des populations juives, c'était le secret le plus absolu, donc le moins de documents possible, le moins d'identité réelle possible, donc un écran de fumée s'y fait que de nous. Et en plus, les témoins ont très peu parlé, on le voit bien pour beaucoup de sujets de cette époque-là, c'est la règle. Pendant, avant et même après, par rapport aux enfants, petits-enfants, on ne parle pas. Mais c'est vrai pour toutes sortes de catégories de gens qui ont souffert, on ne parle pas. Donc avec ça, il fallait bâtir quand même quelque chose et trouver les éléments là où ils étaient. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un ensemble de documents et de preuves qui suffisent actuellement pour évoquer ce sujet. Et alors les témoins, non, parce que même les enfants de l'époque, ils ont 95 ans maintenant, ou plus, donc la plupart ont disparu. J'en avais rencontré quelques-uns dans les années 2000, quand j'avais fait mes premières enquêtes, mais certains ont laissé des traces, ou à leurs enfants, donc il faut retrouver les enfants, etc. Donc c'est une histoire très compliquée toujours, d'autant qu'on a souvent des éléments qui sont parfois contradictoires, parce que les récits, on le sait bien, ce sont des reconstructions ou des constructions nécessaires. Donc la cohérence est difficile parfois à établir, ne serait-ce que les identités, les dates de naissance, les orthographes, tout est compliqué s'agissant d'enfants qui ont fait des parcours toujours complexes. Ce ne sont pas des gens qui sont nés à Coulounier pour une vie qui se déroule à Marsac ou à Boulazac. Ce sont des gens qui sont nés à Francfort ou en Lituanie ou en Pologne ou en Tchécoslovaquie et qui finissent par arriver, après des péripéties sans nom, à Bergerac, mais par hasard. Il faut peut-être rappeler l'histoire. Pourquoi ils ont parti de tellement loin et pourquoi ils sont arrivés en Dordogne et comment ça s'est organisé, ces maisons, ces orphelinats pour ces jeunes enfants venus de France ou d'ailleurs et qui étaient d'origine juive. En fait, c'est une histoire qui est européenne. C'est-à-dire qu'on est à Bergerac, ça se passe en Dordogne et puis ensuite à Bergerac, mais c'est une histoire européenne, c'est-à-dire qu'il y a une date marquante pour notre histoire, c'est la nuit de cristal.
C'est-à-dire que la Nuit de Cristal, c'est le 9 et le 10 novembre 1938. C'est Hitler, Goebbels, etc. qui lancent une opération massive contre les Juifs. Il y a plusieurs milliers de Juifs qui sont mis à Dachau, Sachsenhausen, etc. Oranienburg, pardon. Plusieurs milliers de synagogues, plusieurs milliers de vitrines qui sont brisées, dizaines de Juifs qui sont tués, etc. Donc c'est la première fois que le régime nazi s'en prenait physiquement. Alors il y avait toutes les lois, Nuremberg, etc. Mais physiquement, c'est la première fois. Donc les responsables juifs et les familles juives en Allemagne ont compris qu'il fallait désormais agir. Et à partir de ce mois de novembre 1938, ils ont organisé des convois de plusieurs milliers d'enfants qu'ils ont expatriés d'Allemagne et qu'ils ont envoyés essentiellement en Grande-Bretagne, mais 300 d'entre eux, par exemple, sont arrivés en France. Sur ces 300, beaucoup sont arrivés à Strasbourg, parce que Strasbourg était la porte d'entrée en France pour ces populations qui venaient de l'Allemagne de l'Est, parce qu'à Strasbourg, il y avait une forte communauté juive qui était extrêmement structurée. Voilà. Donc, si vous voulez, les premiers enfants sont arrivés à Strasbourg. Et alors, le deuxième facteur important, c'est bien sûr l'évacuation des populations de Strasbourg. On retrouve cet orphelinat ici parce qu'en fait, c'est l'histoire de l'évacuation des orphelinats juifs de Strasbourg et de Haguenau, garçons ou filles, ou même la petite enfance. Donc, ils sont arrivés, ces 3 orphelinats, si vous voulez, en des temps différents, dans des lieux différents en Dordogne, et on a fini par les rassembler en janvier 1941 dans un baraquement géant qui a été implanté rue Valette au Boulodrome à Bergerac. Donc c'est l'histoire aussi l'évacuation des Strasbourgeois. Et après, comment ça s'est passé après? Est-ce que ce orphelinat a pu exister pendant toute la guerre ou... Oui, après c'est une histoire nationale toujours et une histoire locale. L'histoire nationale, c'est que le bilan de la Shoah, c'est, on le sait, 5-6 millions de Juifs, il y a 1 500 000 enfants qui sont exterminés. Et il y a presque 12 000 enfants qui sont déportés de France. Il y en a 180 qui sont déportés de Dordogne. Donc ce sont des chiffres. C'est-à-dire que très tôt, les institutions juives se sont mis en tête de protéger les enfants au maximum. Alors, en région parisienne, en Val d'Oise actuelle, ils ont créé, à partir de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la Nuit de Cristal, et puis la fuite de populations juives d'Autriche, de Tchécoslovaquie, d'Allemagne, ils ont créé quelques maisons d'enfants dans le Val d'Oise. Et là, ils ont commencé à accueillir ces populations juives d'enfants. Et puis ensuite, il y a eu le début de la guerre. Donc là, ils se sont dit, on ne peut pas les laisser parce qu'il y a des bombardements. Donc la grande idée, ça a été de créer en zone sud, essentiellement dans la Creuse et dans la Haute-Vienne, ouvrir des châteaux dans lesquels ils ont mis des maisons d'enfants. Et la structure très importante qui s'occupait de ça, c'était ce qu'on a appelé l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, qui avait été créée initialement à Saint-Pétersbourg en 1912, et son objectif premier, c'était tout ce qui était médical, social, parce que les populations juives de ces pays-là étaient déconnectées des services d'aide médicale ou autres. Donc ils prenaient eux-mêmes en charge cette partie-là. Et alors, si vous voulez, ces maisons d'enfants qui ont été gérées par l'OSE, il y a eu une vingtaine en tout, il y a eu plusieurs milliers d'enfants. Pendant la guerre, il y a eu une date capitale. Enfin, d'abord, il y a eu l'OSE qui a géré ces maisons d'enfants, cette vingtaine, et il y avait l'orphelinat de Bergerac. Mais l'orphelinat de Bergerac n'a pas été géré par l'OSE, il a été géré par les responsables de Strasbourg. Les mêmes qui, à Strasbourg, avaient accueilli au pont de Kehl, par exemple, des enfants allemands qui quittaient les orphelinats de Francfort ou de Karlsruhe, étaient accueillis à Kehl. Et puis à Strasbourg, par les mêmes responsables des orphelinats ou des institutions juives qui se sont retrouvés aussi à Périgueux. Donc ce sont les mêmes enfants qui ont été suivis et qui ont rejoint ici les responsables qui connaissaient déjà. Or, si vous voulez, de fait, il y a eu 2 histoires séparées, mais il se trouve que les responsables juifs en Dordogne, puisque la Dordogne a une histoire incroyable avec le judaïsme alsacien, l'OSE connaissait tellement bien ces gens-là qu'il y a eu une polarisation entre eux, il y a eu une grande perméabilité, mais ils leur ont laissé faire exactement comme ils l'entendaient, comme ils le faisaient déjà. L'OSE a créé des maisons, quand les responsables juifs en Dordogne ont simplement rapatrié des maisons qui existaient avec même leurs responsables. Donc la situation est différente, ce qui fait que les historiens qui ont beaucoup travaillé après-guerre sur l'histoire de l'OSE n'ont pas traité la question de l'orphelinat de Bergerac parce que ça ne relevait pas de l'OSE. Donc ça échappe au radar historien. C'est pour ça qu'on parlait très peu ou pas du tout de cette histoire de Bergerac. Donc c'est pour ça que cette conférence, pour remettre tout en lumière et pour partager toutes vos découvertes. Jusqu'à quel moment ce orphelinat a existé et quels étaient les destins des enfants qui étaient là dans ce lieu?
Oui, alors vous avez raison, ce qui compte, c'est la chronologie, le camp. Le camp est fondamental à cette période-là, parce qu'il se passe en 40 n'est pas du tout ce qui se passe en 41 ou 6 mois après. Alors, en fait, l'histoire des orphelinats, en France ou à Bergerac, et là on parle de la même chose, il y a une date clé, qui va être l'été 42. Je viens de dire qu'on a créé des maisons à partir de fin 38 pour ces enfants, pour que ce soit des lieux où ils puissent se retrouver, puisqu'ils avaient souvent été non pas abandonnés de force par leurs parents quand ils en avaient, parce qu'ils savaient qu'ils risquaient moins s'ils les envoyaient en France. Donc il fallait que les parents acceptent de se séparer, les confier à des inconnus. Il faut imaginer ce que cela représente. Et donc ces enfants ont été mis dans ces maisons juste au moment où il y a eu ces bombardements, donc on les a évacués, donc ça a été encore une tragédie. Mais la clé, ça a été l'été 42. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu à Paris, les 16 et 17 juillet, ça a été les rafles du Veldiv. Et à ce moment-là, on a arrêté beaucoup d'enfants, les parents bien sûr, mais aussi beaucoup d'enfants qui ont été déportés. Et ensuite, le 26 août 42, en zone dite libre, c'est-à-dire dans toute la zone sud, et y compris la Dordogne, le gouvernement de Pétain s'était engagé à livrer, c'était le mot, 10 000 juifs étrangers. Donc on a arrêté le 26 août 42 10 000 juifs étrangers, 320 devaient l'être en Dordogne, 180 ont été déportés, et parmi eux beaucoup d'enfants. À ce moment-là, en même temps, les responsables juifs commençaient à comprendre ce qui se passait à l'Est. Parce qu'on disait bien, les nazis disaient on va créer un pays pour les juifs à l'Est, ils vont être bien, ils vont travailler, on va s'occuper d'eux, etc. etc. La réalité, on le connaît. Mais évidemment, qui savait à l'été 42 ce qui se passait déjà depuis l'opération d'invasion de la Russie par les Allemands, c'est-à-dire qu'à l'automne 41, il y avait les Einsatzgruppen que l'on connaît, on parle de la Shoah par balle, etc. Donc il y avait déjà l'extermination, ou dans des camions à gaz, etc., des populations juives. Donc c'est seulement à l'été 42, en même temps donc, que les rafles du Veldiv et en zone sud, que les responsables ont compris et ont eu la certitude, par divers biais, que les Juifs étaient massacrés, mais massacrés en quantité industrielle. Donc, certains individus, en particulier un homme qui s'appelait Joseph Weil, a eu la prescience avant les autres. Elle a expliqué à tous les responsables que désormais, ces maisons d'enfants étaient devenues des pièges mortels. Et à ce moment-là, ils ont pris, et lui surtout a lancé l'idée, il y a deux grandes idées, de créer un réseau dans toute la zone sud qui permettrait de cacher les enfants. Et ça a été, il a confié ça à un homme qui s'appelait Georges Garel, qui a porté tout seul avec d'autres personnes, bien sûr, mais l'idée, la construction de ce réseau, et d'ailleurs il porte son nom, le réseau Garel, c'était extrêmement complexe le fonctionnement. Et Georges Garel lui-même, et avec Joseph Weil, ils ont eu l'idée de créer un réseau subsidiaire, si vous voulez, qui consistait à envoyer un certain nombre d'enfants qui ne pouvaient pas, pour diverses raisons, rester en France, d'organiser des convois vers la Suisse. Donc toujours sous l'égide de l'OSE. Donc tout ceci, ça s'est mis en marche entre l'été 42 et le milieu 43. Concrètement, cela s'est traduit par le fait que dans toutes les maisons d'enfants, pratiquement, ont été évacuées. Chaque enfant a été pris et placé, et on pourra en reparler tout à l'heure. Et en Dordogne, cela a été fait en 2 mois. C'est-à-dire qu'à l'orphelinat, il y avait en permanence à peu près 50 enfants, garçons et filles, jusqu'à première enfance, enfin 6 ans, 7 ans, jusqu'à 14-15 ans. Et ils ont tous été pris entre le mois de novembre et le mois de décembre, ils ont été placés, tous, qui dans des collèges, dans des institutions religieuses, dans des familles d'accueil, etc., etc., etc. Ce qui fait que, ensuite, l'OSE et les autres, et y compris à Bergerac, ils ont pris la décision, début 1944, de fermer les maisons d'enfants. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que la Gestapo, qui ne s'était pas jusque-là occupée, elle était prise par d'autres choses, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, si je puis dire, pour opérer. Elle a commencé à faire des rafles dans le personnel et dans les maisons qui géraient ces affaires-là, dans les départements. Donc la date a été prise dans l'urgence de fermer les maisons d'enfants au 15 février 1944. C'est ce qui a été fait. La maison de Bergerac était officiellement fermée en 15 février 1944. Il n'y avait plus d'enfants. Et à ce moment-là, la situation était que en France, il ne restait plus aucune maison d'enfants ouverte, sauf 2. L'une qui était tenue par un homme qui ne voulait pas fermer, parce qu'il avait une maison où il avait des enfants qui étaient très respectueux de la religion, etc. Donc il refusait de fermer. Et l'autre maison, c'était Isieux, dans l'Ain. Et on sait ce qu'est devenu Isieux, puisqu'il y a eu la rafle
qui a été menée par Klaus Barbie depuis Lyon. Et tous les enfants étaient déportés. Ça prouvait a posteriori la raison et la validité de la décision de fermeture des maisons. Donc, si vous voulez, Bergerac a fonctionné de janvier 41 jusqu'à décembre 43, janvier 44. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aucun enfant n'a été déporté. Mais ils étaient, comme vous avez dit, ils étaient placés quelque part. Vous avez dit que c'était très complexe et c'est là, peut-être vous pouvez dévoiler quelques secrets de cette organisation que vous évoquerez peut-être pendant la conférence. Oui. Où sont partis ces enfants? Vous avez dit en Suisse, mais est-ce que c'était dans les familles, dans les autres maisons ou peut-être c'est les particuliers qu'ils ont pris en main? Comment ça s'est organisé ce réseau? Oui, c'est la partie la plus compliquée et la plus difficile parce que ça peut être que du pièce à pièce, petit détail par petit détail et finalement, maintenant j'en suis à un point où le tout est cohérent. Je ne sais pas tout, mais j'arrive à comprendre. Et par exemple, je suis entré en contact il y a quelque temps avec la fille de l'homme qui était l'inspecteur de l'assistance publique en Dordogne. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement important parce que lui, il était tuteur légal déjà des enfants qui étaient de l'assistance publique. C'était le tuteur légal, c'était le père administratif, je veux dire, de ces enfants-là. Donc il y avait de ces pupilles, bien sûr, puisque même à Strasbourg, dans les orphelinats, il y a des gens de l'assistance publique. Et puis ensuite, il y a eu les autres. C'est-à-dire aussi, je ne l'ai pas souligné, que dans cet orphelinat, il y avait beaucoup d'enfants juifs français, mais aussi, en majorité d'ailleurs, des enfants juifs étrangers. Or, ce qui était d'abord visé, c'était d'abord les enfants étrangers, et en particulier les Allemands, c'est-à-dire les ex-Allemands, les ex-Autrichiens, ce qu'on appelle les apatrides. Donc voilà, les risques étaient réels. Et alors cet homme-là, j'ai rencontré donc sa fille, s'appelait Jean-Noël Gagnery, et sa fille ne savait pas du tout, elle savait bien que son père avait fait beaucoup de choses, mais elle ne savait absolument pas quoi, et elle m'a envoyé un jour 2 lettres. Mais elle ne savait pas qui ils étaient, etc. Et ces 2 lettres qui sont absolument fabuleuses, l'une était signée de Georges Garel lui-même, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'autre était signée par le directeur de l'orphelinat, qui s'appelait Jules Weil-Sulzer. Et toutes les 2, qui avaient été écrites en octobre 1944, donc très vite, avant même la fin officielle de la guerre, remerciaient abondamment Jean-Noël Gagnery pour ce qu'il avait fait, pour l'aide qu'il avait apportée, pour avoir sauvé les enfants, pour avoir fait ci, pour avoir fait ça. Mais il disait bien que c'était en 43, etc., etc. Et alors là, ça a fait tilt, parce que de mon côté, en cherchant, j'ai bien compris qu'il avait joué un rôle clé, effectivement, je vais abréger, mais je regardais de l'assistance publique, etc. Et effectivement, en novembre et décembre 43, on va entrer à l'assistance publique, dans les registres de l'assistance publique, les noms d'enfants qui étaient de l'orphelinat. Donc c'est bien lui qui a pris en charge. Et ensuite, je sais, par d'autres sources, qu'il a placé les enfants dans telle famille. Évidemment, il était bien placé pour connaître toutes les familles d'accueil, c'est son métier, de placer les enfants dans les familles d'accueil. Aujourd'hui, c'est l'ASE. À l'époque, c'était l'OSE. Aujourd'hui, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et donc, il connaissait. Alors, du coup, il n'a rien revendiqué après-guerre non plus, mais sa fille s'en souvenait bien. Alors, c'est un exemple. C'est-à-dire que lui, il a pris sur lui de les faire entrer, d'autant qu'ensuite, ils changeaient leur identité. C'était un petit peu évident pendant cette période-là. Oui, ils s'appelaient Bloch, ils s'appelaient Lévy, donc en plus ils changeaient leur identité. Mais d'autres ont été cachés, j'en ai connu, par exemple à la maison rue du Plantier, vous avez une maison religieuse, ou rue Barbecane, rue du Plantier, pour les Périgourdins, il y a une institution religieuse qui a caché des enfants juifs. Le château de la Juvenie, qui était une colonie départementale, a hébergé une quinzaine d'enfants juifs. Le préventorium des Fougères en a caché une trentaine. À Manzac-sur-Verne, vous aviez aussi un préventorium qui en avait caché. Mais ça peut être aussi des particuliers, tous les justes. Les justes ont caché des adultes, mais souvent caché des enfants. Or, en Dordogne, il y a 150 justes, c'est le 4e département en France. Donc c'est très important. Il y a des institutions... Et peut-être tous les noms ne sont pas connus encore, non, parce qu'il ne sûr. fallait pas dire, il fallait cacher, et longtemps ça restait secret. Oui, et puis les gens qui ont fait ça trouvaient que c'était normal, donc ça ne les intéresse même pas. Certains refusent même la médaille des justes, etc. Et alors beaucoup d'autres enfants ont été envoyés hors département. Par exemple, on en retrouve certains dans le Tarn, dans l'Aveyron, dans les institutions religieuses. Pourquoi ? Parce que c'était le Saliège, qui était l'archevêque de Toulouse, qui avait lui émis un des premiers à faire une réclamation publique, lui en chair, contre les rafles, etc. Donc il allait lui-même déguisé, enfin il était habillé en civil, si je puis dire, dans ces institutions religieuses. Il demandait à ces religieux d'ouvrir
toutes les maisons pour les enfants. Et bien ça s'est fait aussi à Périgueux. C'est Monseigneur Louis, qui était extrêmement discret, qui ne prenait pas de position officielle, mais il avait demandé à ses couvents d'ouvrir les maisons. Parce que ce que faisaient les nazis, les Français n'ont pas toléré. Ils s'en prenaient aux familles, et ils s'en prenaient aux enfants. Donc ça, beaucoup de Français, même quel que soit ce qu'ils pensaient à l'époque, les rafles de l'été 42 ont meurtri la population française, même si certains étaient antisémites, etc., etc. Aller jusque-là, c'est arrêter les familles, en tout cas pour les catholiques, c'était impensable, et surtout s'en prendre aux enfants. Alors c'est vrai que la question des enfants a été cruciale pour les institutions juives, comme elle a été cruciale aussi pour beaucoup de familles. Les collèges, par exemple, vous avez le collège d'Excideuil, c'était Albert Fauvel qui a obtenu la médaille des Justes avec sa femme. Il a accueilli dans son internat des enfants qui ont fait leur scolarité, qui venaient de Bergerac. Je parle toujours de Bergerac. Quand on arrive à les suivre, parfois on voit tous ces cheminements, mais ce sont des enfants qui souvent étaient à Bergerac, qui sont allés dans une autre maison d'enfants, qui sont allés ailleurs. Ils ont eu des vies fracassées, parce que c'était des enfants, ils avaient perdu leurs parents, ils étaient déracinés, ils étaient allemands, on les amenait ci, on les amenait là, ils ont passé par 10, 15 lieux peut-être. Donc ils avaient aussi souvent du retard affectif, des carences affectives, du retard dans leur instruction, du retard dans des difficultés dans leurs rapports sociaux, etc. Ce sont des vies extrêmement difficiles. Alors ils ont été sauvés, bien sûr, mais à ce prix-là. Mais moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'effectivement, il s'est passé à cette période-là un phénomène incroyable de résistance dont on ne parle jamais, puisque la résistance, on sait bien que l'image type du résistance, c'est le maquis, c'est-à-dire que même les gens qui étaient ce qu'on appelle les légaux, c'est-à-dire qui travaillaient à leur poste, les cheminots, etc., on n'en parle pas, et les grandes oubliées, par-dessus tout, sont les femmes. Or, dans ces institutions juives, on trouve énormément de femmes, parce que c'était des femmes qui ont s'occupé des enfants, qu'elles avaient un rôle d'assistante sociale, etc. Donc on trouve un très grand nombre de femmes, et parmi celles-ci, des femmes qui ont un parcours absolument incroyable. Donc vous avez plein d'anecdotes à nous raconter, pas anecdotes, les vraies histoires que vous avez découvertes suite à différents contacts. Et c'est là que vous voulez remettre en lumière cette histoire. Comme vous avez dit, même c'était difficile de retrouver les lieux, donc ça signifie même la population locale, un petit peu peut-être ignorée, oubliée, ce fait-là. Tout à fait. Alors d'habitude, les maisons d'enfants de Lausée en particulier étaient toujours construites ou prises, puisque c'était dans des châteaux, à l'écart des populations. On ne les voyait pas, alors qu'à Bergerac, elle est en plein cœur. Quand on voit le lycée Mendes-de-Biran, donc évidemment, un petit juif ressemble à un petit français, comme deux gouttes d'eau. Puis on ne posait pas trop de questions à l'époque. Et puis c'était des orphelinats français, alsaciens. Donc je pense que les uns et les autres ne se faisaient pas remarquer, mais n'empêche que les esprits curieux le savaient, parce que tout se savait, il y avait la délation aussi, etc. Mais l'aide a été quand même majeure. Et je trouve que c'est une très belle histoire qui vaut le son, qui vaut un hommage et qui vaut le son aussi, parce que l'histoire, elle est là pour nous parler, pour nous solliciter, pour nous questionner. Donc c'est aussi d'ailleurs le centre, la vocation du centre que vous avez évoqué tout à l'heure, de la mémoire et de la résistance. Oui. L'idée, c'est de voir, une fois que les témoins sont partis, une fois que les grands témoins, c'est-à-dire ne sont plus là, comment faire en sorte que les enfants comprennent cette période où ils n'ont plus leurs grands-parents non plus. Que peuvent-ils comprendre à cette histoire qui est si lointaine pour eux? Elle était lointaine pour nous qui sommes nés après-guerre, mais pour eux, Alors l'idée, c'est de voir comment cette résistance d'hier à aujourd'hui, elle peut être transmise dans ses valeurs, dans ses principes. La résistance d'hier, sous quelle forme peut-elle se manifester aujourd'hui? C'est un petit peu le sens de l'existence de cette structure que vous avez évoquée en début d'émission. Et c'est pour ça qu'il y aura lieu cette conférence vendredi 30 janvier à 19h. Donc venez nombreux écouter votre conférence. Et en plus, vous avez dit qu'on pourra les voir et écouter en live, en visio, parce qu'il y a un matériel disponible qui pourrait, pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, suivre votre recherche en direct. C'est ça. Et soit en live ou soit après coup, on peut l'écouter en replay, comme on dit. Et est-ce que vous pensez publier un ouvrage ou peut-être préparer une mémoire pour les générations qui viennent? Oui, je suis très attaché au papier. Je crois que le papier, c'est des monuments. Moi, j'y crois. Donc, il y a une publication qui devrait... Elle sera prête, elle sera publiée, je pense, septembre ou octobre 2026. Et ce sera aux éditions Fanlac, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les éditions Fanlac. Donc, oui, il y aura une publication d'ici l'automne 2026 de cette année.
Mais merci Bernard Rivierego, ancien archiviste du département et chercheur et conférencier de cette conférence qui aura lieu le 30 janvier au Centre départemental de la mémoire et des résistances, qui se trouve dans le même bâtiment où il y a les archives départementales, mais juste l'entrée d'extérieur, un petit peu sous les escaliers. Mais c'est bien affiché, il y a une affiche énorme. Ce lieu qui est ouvert il y a quelques mois, son objectif, c'est transmettre mémoire à l'histoire de la résistance et de la déportation, bien sûr avec différentes conférences, rencontres, projets pédagogiques. Et sinon, à vous, venez nombreux ce vendredi 30 janvier à 19h. Merci à vous, Bernard Rivierego. Merci Aïda.